chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français, et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre année de seconde ou de tronc commun et vous donner les outils nécessaires afin d'affronter votre année de première année bac qui vous attend sur les portes. Je m'excuse pour le son. Malheureusement, mon micro ne fonctionne plus. La séquence qui fait l'objet de cette vidéo, mots contre mots, j'espère que vous appréciez le jeu de mots, fait partie de l'objet d'étude, la littérature d'idées et la presse du 19e au 21e siècle. Nous avons déjà abordé quelques extraits du dernier journal condamné de Victor Hugo avant d'aborder une œuvre intégrale du même auteur, Claude Gueux. C'est quoi ça? Rappelons déjà ce qu'est la littérature d'idées. C'est en effet une littérature pour agir sur le monde. On nomme littérature d'idées, comme vous le savez, l'ensemble des œuvres qui ont pour but d'apporter un enseignement au lecteur et de modifier la société présente, en exposant un raisonnement de manière explicite, ce que nous appelons de l'argumentation directe, ou à travers une fiction, ce que nous nommons donc une argumentation indirecte. J'en profite pour vous parler d'un livre qui s'inscrit dans cette littérature, un livre qui sort dans 7 jours, et c'est un livre marocain. C'est un essai collectif auquel je participe parmi 54 autres penseurs marocains. Le livre est d'ailleurs conséquent, avec approximativement 600 pages, pour répondre à la question qui nous a été posée par Abdelhak Najib, qui dirige cet essai. De quoi avons-nous peur? Il s'agit de mettre des mots sur nos peurs dans la société marocaine moderne, pour mieux les affronter. Abdelhak Najib, qui sera notre invité l'année prochaine, comme chaque année pour les élèves de première bac du groupe scolaire 16. Je vous rappelle des notions que nous avons déjà vues et qui vous seront nécessaires par rapport au concours que nous allons organiser pour ponctuer cette séquence et qui serviront d'introduction à notre séquence, bien sûr. En Grèce, au 5e siècle, la démocratie athénienne voit se développer le genre du discours. Dans les assemblées politiques, de grands orateurs tels que Démosthène ou Lysias prononcent des plaidoyers éloquents qui emportent souvent l'adhésion. Devant l'efficacité de cet art de la parole ou rhétorique, des écoles s'ouvrent dans les cités grecques et une théorie de l'éloquence se met effectivement en place. Ainsi, le philosophe grec Aristote résume-t-il les 3 moyens qu'a l'orateur d'influencer son public. Commençons par l'éthos, ou bien l'image que le locuteur donne de lui-même, les valeurs et les qualités morales qu'il incarne. Le pathos, autrement dit, les émotions, rire, compassion, indignation, etc., qui poussent l'auditeur à adhérer à la pensée de l'orateur. C'est l'art de persuader. Et finalement, le logos, ou bien la part rationnelle du discours, qui fait appel à la réflexion par l'emploi d'arguments et d'exemples. C'est l'art de convaincre. Une autre notion intéressante à connaître, c'est la construction du discours. Des siècles après Aristote, les orateurs romains s'intéresseront aussi à l'art oratoire. Ils s'attachent surtout à l'art de trouver des arguments convaincants et de construire leur prise de parole. Cicéron, homme politique romain réputé pour son éloquence, distingue 5 étapes dans un discours. L'exorgue, où l'on interpelle le public, la narration, qui rappelle les faits à envisager, la division, qui annonce le plan du discours, la confirmation ou bien la réfutation, où l'orateur expose son argumentation et critique celle de l'adversaire, et finalement la péroraison, qui clôt la prise de parole, souvent en résumant des arguments. Le discours tel qu'il a été théorisé dans l'Antiquité reste un genre pratiqué jusqu'à nos jours, aussi bien par Victor Hugo en 1849 dans son discours sur la misère que par Robert Badinter en 1981 pour l'abolition de la peine capitale. Après cette introduction rapide, intéressons-nous maintenant à notre séquence. L'objectif est de voir comment les écrivains s'engagent-ils dans les débats de leur temps. Cette séquence permet de travailler la notion d'engagement en littérature, avec l'émergence de la figure de l'écrivain engagé au XXIe siècle aussi. Les Lumières ont esquissé au XVIIIe siècle la figure de l'écrivain philosophe
qui, au nom de la raison, s'autorise à questionner les principes politiques et les dogmes religieux. La Révolution française a ouvert le champ politique et ses institutions à de nouveaux acteurs, issus notamment de la bourgeoisie intellectuelle. Et les écrivains investissent ce terrain. L'historien Michel Winocq décrit ainsi leur action. Je vous mets le texte. Ils s'engagent pour ou contre la liberté, pour ou contre la monarchie ou la république, pour ou contre le socialisme. Mais si maintes d'entre eux construisent encore des châteaux en Espagne, la plupart s'assignent le devoir de participer à l'action. Ils briguent des sièges parlementaires, deviennent parfois même ministres, voire chefs de gouvernement, dans cette société censitaire et de toute façon élitaire. Même après l'instauration du suffrage universel, ils entendent assumer leurs responsabilités et leurs convictions. Aristocrates de naissance ou aristocrates du savoir et du talent, ils estiment que s'ils pensent et commandent la politique, il leur faut aussi la faire. Moins que l'ambition, ils ont souvent plus à perdre qu'à gagner. Une voix intérieure les pousse, la volonté de servir, le désir mimétique d'entraîner, de diriger, de guider. Les documents choisis proposent de parcourir une large période allant de Victor Hugo, figure majeure de l'engagement, au débat récent sur le climat. Il s'agit donc, à travers ces extraits, d'étudier différentes formes d'engagement, causes sociales, politiques, juridiques, écologiques. Les extraits de Victor Hugo et d'Émile Zola permettent de travailler sur des figures tutélaires de la littérature engagée. Les textes d'Albert Camus et de Stéphane Hessel peuvent être le support d'une réflexion plus théorique sur la notion d'engagement. Les documents proposés permettent par ailleurs d'aborder différentes formes de l'argumentation directe, que ce soit l'essai, le discours ou la lettre ouverte, en accordant une place importante à la presse qui a toujours fait écho aux débats qui traversent la société. Enfin, la séquence permet d'étudier différentes stratégies argumentatives, les types de raisonnement et d'arguments, le recours aux émotions, la notion d'éthos, la modalisation. Au-delà même de cette étude, la séquence vous invite, chers élèves, à réfléchir à vos propres engagements. D'où l'intérêt du concours que nous avons lancé. Dans la première vidéo de cette séquence, nous allons nous intéresser au texte de Victor Hugo, son discours sur la misère du 9 juillet 1849. Nous allons en effet, dans un premier temps, analyser les procédés d'argumentation et de persuasion de l'orateur Victor Hugo. Et puis, nous allons comprendre la posture éthique et politique de notre cher auteur. S'il vous plaît, avant de voir cette analyse, relisez le texte sur la page 488 de votre manuel. Nous allons d'abord voir comment Victor Hugo a-t-il dépeint la misère. Hugo peint la misère comme une maladie, provoquant la compassion et l'horreur. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. En choisissant de la comparer à la lèpre, Hugo rend implicitement la misère effrayante dans l'imaginaire collectif. Cette maladie fait peur et répugne qu'elle détruit le corps. Les faits qu'il convoque et qui doivent donner à son discours le détachement et l'objectivité qui relèvent de l'observation clinique frappent tout particulièrement l'imagination. Le décor, tout d'abord, des rues, des maisons qui sont des cloaques. Les cloaques sont des lieux où sont recueillis les immondices, les eaux usées. Je disais donc le décor, tout d'abord, des rues, des maisons qui sont des cloaques, la promiscuité des familles qui s'y entassent pêle-mêle, des meubles, vêtements et des couvertures réduites à des monceaux infects de chiffons en fermentation, où l'on retrouve le lexique de la maladie avec infect pour infecter et fermentation pour évoquer le développement de germes malins. Dans une économie de moyens qui tient de la liste annoncée par Ilia, les connotations du lexique des lignes 21 à 23 passent de l'image de l'égout à celle de la mort et de la putréfaction. Fange, fumier des villes, s'enfuissent toutes vivantes. Les faits suivants sont évoqués de manière plus lapidaire. Un écrivain
qui meurt de faim, démontrant que le peuple n'est pas l'unique victime de cette calamité. L'image insoutenable d'une mère et de ses enfants cherchant de quoi manger dans un charnier. Cette dernière description dépeint la réalité répugnante de débris immondes et pestilentiels et associe de nouveau la misère à la maladie. Le terme choléra dans la ligne 29 frappe directement l'imagination. L'évocation de Montfaucon dans la ligne 31, lieu d'exécution, laisse imaginer que ce sont cette femme et ses enfants que la misère a condamnés à mort. Maintenant, nous allons voir comment Victor Hugo a construit son argumentation face aux députés. Les premiers mots du texte signalent qu'il s'agit là d'une transcription d'un discours avec l'adresse aux auditeurs, messieurs, et les indications entre parenthèses et en italique qui, à la manière de didascalie, décrivent sous la forme de phrases nominales les réactions de l'auditoire. D'emblée véhémente, réclamation, violente dégénération à droite, dans les lignes 4 et 5. Ce choix de présentation du texte lui confère une dimension dialogique qui correspond bien à la situation d'énonciation du discours et que marquent également les nombreuses occurrences de la première personne en position de sujet. Je ne suis pas, mais je suis de ce. Et l'importance des adresses à l'auditoire avec par exemple l'utilisation de l'impératif, remarquez-le. Hugo veut définir clairement le champ de son discours et de son action. Comme on le voit au distinguo qu'il opère au début de son propos entre la souffrance et la misère. La première relève selon lui de la loi divine, et les hommes ne sauraient donc avoir de prise sur elle. En revanche, selon la définition qu'il en donne, la misère relève de la société. La misère est une maladie du corps social, comme il dit. C'est donc un problème politique qui incombe à ceux qui en ont la charge. Les députés chargés des lois, désignés explicitement comme les législateurs, et les membres du gouvernement désignés par le terme les gouvernants. Et si la misère est une maladie, la conséquence directe est qu'on peut la guérir. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu, dit Victor Hugo. Ainsi, Hugo démontre-t-il que c'est bien aux députés qu'incombe la tâche d'éradiquer la misère. Par des questions rhétoriques soulignées par l'anaphore, voulez-vous savoir? Par l'opposition de formes négatives et affirmatives, je l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas je dis. Hugo amène ses collègues à reconnaître la double urgence du problème qui se pose, à Paris et au temps où nous vivons, dans les lignes 14 et 15. Comme on l'a vu précédemment, les faits qu'il cite pour convaincre de la nécessité d'éradiquer la misère font autant appel à la raison, à l'émotion et à l'horreur. La misère est injuste et insoutenable, ce qu'il démontre par des exemples, des faits. Mais le député de la droite ne peut agir sur ce seul ressort. De manière incidente, il rappelle aux députés qui ont craint de ne pas pouvoir rétablir l'ordre civil après les émeutes de mai 1849, que les quartiers insalubres sont ceux que le vent de l'émeute soulevait naguère. Il y a donc une nécessité politique à lutter contre la misère pour que la paix civile règne. Je vous ai expliqué tout à l'heure la notion de l'éthos, et on l'a vu en classe d'ailleurs. Nous allons voir donc ce qu'il en est de l'éthos de Hugo. Comme on l'apprend dans le contexte de la page 488. Hugo est un élu de droite, c'est-à-dire du groupe de l'Assemblée nationale le moins favorable au peuple, parce qu'il craint, et là je parle du groupe, Hugo ne craint personne, je disais parce qu'il craint les mouvements populaires et sociaux qui ont agité Paris après la révolution de 1848. Il lui faut donc convaincre son camp, il met en scène ses convictions, s'engage personnellement et adopte un point de vue éthique revendiqué notamment par un discours à la première personne. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient. Dès la ligne numéro 1. Mais je suis de ceux qui pensent dans les lignes 2 et 3. Il crée une sensation universelle, avec un sens de la formule qui s'impose en règle morale. Tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Détruire la misère, oui, cela est possible, s'exclame-t-il dans une formule autoréalisatrice. Pédagogue, il souligne les différentes phases de son propos. J'aborde ici le vif de la question dans la ligne 12. Voici donc ces faits dans la ligne 16. Il sait aussi dramatiser sa parole. À l'exemple de la longue interruption dans la ligne 28, qui conclut la mise en scène pathétique de l'écrivain mourant de faim. En 1849,
Victor Hugo est un grand écrivain reconnu de tous. Sa parole porte et il peut renverser l'opinion en assénant ses convictions. C'est ce qu'on peut lire dans sa langue péroraison, où il se pose en exemple de ce qu'un homme, un député, doit ressentir face à la misère. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire. Il domine à nouveau la première personne, les verbes de parole, la modalité exclamative et de nouvelles sentences autoréalisatrices. Je dis que la société doit dépenser toute sa force dans la ligne 32, suivi du crescendo mobilisateur, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté dans les lignes 33 et 34. Il use à nouveau de ce procédé du lexique des valeurs morales et de l'hyperbole pour conclure son propos. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Les réactions des députés témoignent de la capacité de l'orateur Hugo à emporter son auditoire, alors qu'au début de son propos, il provoque les dénégations de la droite, pourtant son parti, et le soutien de la gauche. Il reçoit à la fin de son discours l'approbation générale et les applaudissements qui marquent qu'il a su convaincre et emporter l'adhésion de l'Assemblée tout entière. Bravo, applaudissements, comme on peut le lire dans la ligne 40. Après cette analyse, et ce n'était pas prévu, je ne peux que vous lire ce discours de Hugo. Prêtez-moi l'oreille, mes chers, je vais de ce pas prendre le manuel. Allez, il le faut. C'est la page 400. Voilà. Victor Hugo, discours sur la misère du 9 juillet 1849. Hugo a rappelé à l'Assemblée l'insurrection populaire de mai 1849 causée par les difficultés sociales. 2 mois plus tard, un certain calme est revenu, mais c'est une autre sorte de paix à laquelle Hugo aspire. Je commence. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits? Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit, n'ayant pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des monceaux infects de chiffons en fermentation ramassés dans la fange du coin des bornes, espèces de fumier des villes où les créatures humaines s'enfuissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales que les professions manuelles. Un malheureux homme est mort de faim à la lettre. Et l'on a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Le mois passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des pestilentiels des charniers de Montfaucon. Eh bien, monsieur, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Que je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire.
Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n'importe, je ne connais pas moi de majorité et de minorité en de telles questions. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l'abolition de la misère. Et finalement, les bravos et les applaudissements. En texte écho dans le manuel empreinte littéraire, on vous propose un autre texte de Hugo, extrait des Châtiments. L'idée est de lire une autre dénonciation de la misère, de la plume de Victor Hugo, et comparer les genres et l'orientation du discours sur un thème commun. L'œuvre d'Hugo et son engagement politique sont en relation étroite. Et s'il combat la misère en tant que député, il le fait également au travers de son œuvre littéraire. On ne peut oublier la préface des Misérables. Tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Et c'est un projet d'enquête sociale mené dans le cadre de l'Assemblée nationale et dont le rapport restera confidentiel qui lui inspire les vers de ce poème extrait de la section Joyeuse vie des châtiments. La tonalité y est moins pathétique que polémique dans les premiers vers, comme en témoigne la modalité exclamative et les noms et groupes nominaux qui le composent, dans un effet de liste et d'accumulation qui sont autant d'accusations. Et même si la suite offre un tableau pathétique qui nourrit la compassion, l'orientation générale du propos vise avant tout à flétrir Napoléon III, Napoléon le Petit. Les images qui évoquent la misère associée à la maladie sont proches de celles de son discours. On retrouve des connotations mortifères et infernales dans les vers décrivant un mort l'enfer, dans le vers 3. Sous terre dans des chambres, dans le vers 4, des voûtes dans le vers 7. C'est une synecdoque pour désigner les cas par rapport aux voûtes. Ou des souterrains dans le vers 14. Qui tous évoquent le tombeau avec le froid et l'humidité de lents ruisseaux. Les habitants des caves de l'île sont des fantômes, blêmes, courbés, ployés. Un peuple indistinct de malades vieillis avant l'âge, presque enfants à 20 ans, déjà vieillards à 30 dans ce magnifique vers 10. Comme dans son discours, Hugo dénonce les conditions de vie de ses habitants marqués par la mort. Le vivant, chaque jour, sent la mort pénétrante s'infiltrer dans ses os, dans les vers 11 et 12. Ces miséreux que le poète interpelle sont pourtant des travailleurs, mais qui ne peuvent vivre de le rôti, le rouet. Et le lecteur, dans une image épouvantable, proche de celle des charniers de Montfaucon, voit des larves errer dans la lueur livide, dans le vers 17. La misère est accompagnée de son lot de maladies sociales dans la prostitution évoquée dans les derniers vers, du vers 22 à 24. Et la lâcheté que provoque la faim qui conduit à ne pas demander d'où vient le pain rapporté à la maison. Lorsque Hugo décrit et dénonce la misère, il emploie des images récurrentes. La maladie, la description de lieux insalubres. Quant à dire quel genre est le plus efficace pour dénoncer, la réponse dépend en partie de la sensibilité du lecteur qui pourra préférer les témoignages du discours à l'Assemblée avec sa rhétorique argumentative aux seules images et connotations presque atemporelles du poème. Toutefois, la différence entre les deux formes tient surtout au projet initial, entre l'orateur qui veut engager à l'action et le polémiste qui condamne dans une poésie satirique. Si on était en classe, je vous aurais organisé un concours de mise en voix du discours de Victor Hugo. Un ou plusieurs lecteurs vont prendre en charge son discours et le reste de la classe réagit comme l'Assemblée, selon les indications qui sont intégrées au discours. Cependant, ce que j'ai à vous proposer lors de ce confinement est plus intéressant. Chacun d'entre vous va écrire et prononcer un discours comme Victor Hugo, par rapport à un sujet qui lui tient à cœur, un travers qu'il veut dénoncer. Vous filmez vos vidéos et vous me les envoyez. Vous avez jusqu'à la dernière séance de français de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, ciao!